Coucou à tous, aujourd'hui on va faire de la musique avec le dernier bundle d'effets d'UVI qui est sorti il y a quelques semaines et qui est en promo jusqu'au 31 juillet. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser le chapitrage si vous voulez voir un plugin en particulier. Allez, c'est parti. Moi du coup j'ai préparé une petite session. Hop, magie du fond vert aussi. Voilà, je suis en bas à droite, salut, coucou. J'espère que vous allez bien. Donc du coup voilà, j'ai fait des petites boucles sur Ableton Live, mais au moins ça a le mérite de pouvoir faire joujou avec pas mal de plugins, vous allez voir. Déjà disclaimer, on va pas forcément tout voir parce que dans le bundle de plugins de chez UVI, il y a 10 plugins. On va regarder d'ailleurs tout ça ensemble. Donc dans le bundle d'effets, il y a tous ces plugins là qui sont dispo. Donc il y a Opal, le petit dernier, qui est un LA2A. Je vais vous expliquer évidemment tout ça après. Le plus vieux, il me semble que c'est la Spark Verb qui est sortie en 2013. Voilà, elle a bientôt 10 ans ou 10 ans, je ne sais pas exactement. Mais les plus récents, donc du coup j'ai décidé dans cette vidéo de faire un focus. J'ai éliminé déjà de base ceux qu'on avait déjà fait avec Arnaud dans des refait le patch. Alors il y en a pas mal, il me semble. Il y avait Shade qui est extrêmement intéressant, mais on a fait une vidéo complète dessus. Il y a Taurus aussi, je crois qu'on avait fait. Il y a Rotary, il me semble. Bref, en regardant un peu les plus récents et le temps que j'avais pendant cette émission, j'ai décidé de faire surtout le focus sur 3 produits. Alors Opal, évidemment, c'est le petit dernier. En plus, vous allez voir, elle est vraiment très sympa. J'ai décidé aussi de parler de Plate, qui est une reverb à plaque. Voilà, comme son nom l'indique, tout simplement, qui est sorti en 2018. Et puis, j'avais décidé aussi de mettre en avant un des plus récents aussi, qui est le Dual Delay X, qui est sorti en 2022, qui est un délai. Mais vous allez voir, avec ce petit truc assez cool, parce qu'il y avait Relayer aussi, qui était un délai chez UVI. Mais Dual Delay X, il propose des choses assez intéressantes aussi. Alors du coup, pour commencer, je me suis dit, j'ai regardé un petit peu les banques d'instruments parce que voilà, il y avait pas mal de choses de nouvelles et je me suis dit, allez, pour une fois, non, parce que je fais souvent comme ça, mais je vais commencer par une batterie, voilà, et j'ai vu cette banque Soul Drums et j'ai vu notamment cette petite boucle qui est très sympa. Je vous la mets. Je me suis dit, ok, vous voyez, sympa. Donc la première chose que j'ai faite, en lançant la boucle comme ça, je me suis dit bon, c'est cool, mais c'est très soul, c'est très old school, c'est très vintage, mais je voulais un truc un peu plus percutant dans le bas. Donc une première solution, ça a été d'isoler le kick. Donc ça, c'était le kick tout seul. Voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser Drum Replacer. Et ce qui est pas mal avec Drum Replacer, c'est que en fait, on peut, du coup, il peut analyser la piste. Voir quand est-ce qu'il y a des coups de grosse caisse, et puis faire du layering, c'est-à-dire rajouter un son par-dessus, ou vous pouvez aussi complètement couper le son original, mais en fait on peut soit utiliser des samples, ou carrément, là j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Big Kick, donc pour rajouter un son par-dessus, donc ça donne ça. Voilà. Donc avant, on avait ça, le kick, après. Voilà. Le but c'est de vous faire écouter des choses. Donc j'y suis pas allé avec le dos de la main morte, évidemment. Donc ça donne ça avec tout entier. Un trigger, exactement, mais qui marche bien. Donc sans, avec. Donc il y a aussi des samples, évidemment. Mais je me suis dit, ouais, bon, c'est cool, ça sonne bien, mais je voulais un truc encore plus bourrin, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, tiens, il y a un petit groupe de batterie sympa, mais qu'est-ce que ça donne si je mets un kick à la noire, un gros kick à la noire? Et ben, ça donne ça. Voilà, je veux un truc un peu, voilà, fort to the floor. Et franchement, ça rend pas mal. Donc le kick tout seul, c'est ça. Donc là, j'ai utilisé un plugin. Je crois que j'ai utilisé d'ailleurs le même plugin que sur Drum Replacer. Voilà. Bon, là, j'avais un début. Je me suis dit, allez, je vais rajouter une basse. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont une basse qui s'appelle, regardez, Soul Bass. Voilà, on avait Soul Drums. Et ben, ils ont aussi Soul Bass, qui est plutôt sympa. En solo. Elle est où la basse? Je vais replier la batterie.
Et donc là, du coup, ça va me permettre de vous faire écouter Opal. Donc sans Opal. Regarde, avec. Là, il y a plus de bas, il y a plus de tout. Ça marche plutôt bien. Je fais pas non plus une compression vénère. Hein. Je peux y aller un peu plus. Voilà, là c'est la réduction de gain ici. Donc je suis à 3, les 4, 3,5, 4 dB de réduction de gain. Ce qui est pas mal, mais je trouve que ça sonne plutôt bien sur cette basse en tout cas. Je vous fais écouter ça. Salut Caramel. Donc, du coup, je vais commencer à vous parler de Opal, qui est le petit dernier, donc qui est sorti là il y a quelques semaines à peine. Donc vous le voyez, c'est un compresseur évidemment, voire leveler de type LA2A. Alors le LA2A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compresseur qui a été créé, qui a été fabriqué entre 65 et 69 par Teletronics. Donc voilà, c'est vraiment un vieux de la vieille, un compresseur des années 60, et qui a été ensuite reproduit par Universal Audio à partir des années 2000. Et donc ce qui est très intéressant avec ce type de compresseur, c'est que c'est un compresseur ce qu'on appelle program dependent. Ça veut dire que ça dépend en fait du programme. Programme, c'est un terme en anglais un peu vieillot, mais qui veut dire en fait tout simplement le son. Vous voyez à la radio, dans le broadcast, quand on disait qu'on envoyait un programme comme un programme télévisé, un programme radiophonique. Voilà, c'est du son. Et donc programme dependent, en fait, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont dépendre, par exemple le ratio, le temps d'attaque, le temps de relâchement, qui vont dépendre de ce que vous lui envoyez en fait. Et il faut savoir que du coup, sur un LA2A, il n'y a pas de temps d'attaque et de temps de relâchement. Alors, ce qui est, en fait, ça a été conçu comme ça, tout simplement. Et en fait, c'est donc un compresseur programme dependent. Et ça veut dire que sa vitesse d'attaque et de relâchement, elle va dépendre de la dynamique du son qu'on lui envoie. Plus vous lui envoyez un instrument, un son, un signal avec beaucoup de dynamique, plus il va être rapide sur ses temps d'attaque et de relâchement, et plus vous lui envoyez un signal qui lui en l'occurrence aura une dynamique assez contenue, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de variations de volume, et bien là, à ce moment-là, le temps d'attaque et le temps de relâchement seront un peu plus souples, un peu plus lents. Alors il faut savoir, c'est que c'est un compresseur de type optique, c'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, je vous la fais courte, mais comment ça marche, le signal qui rentre, en fait, il fait allumer une petite diode à l'intérieur et il y a une résistance, je sais pas si c'est photovoltaïque ou voilà, une résistance photo qui est sensible à la lumière, et donc la résistance fait que quand elle reçoit plus de lumière, et ben ça va baisser le niveau, donc ça va compresser le signal comme ça. Grosso modo, ça marche comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que ce soit programme dependent, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui a été voulu à la base. C'est-à-dire que c'est la technologie utilisée, c'est la conception du LA2A qui fait que c'est programme dependent. Alors, c'est pas les seuls types de compresseurs à être programme dependent, notamment le 1176 l'est aussi. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des années et en l'utilisant que en fait, c'était quelque chose de plutôt pas mal et plutôt intéressant et assez naturel. C'est pour ça que le son du LA2A, en règle générale, est quelque chose d'assez recherché, parce que en fait c'est vrai, quand on y pense, c'est quelque chose d'assez naturel d'avoir un compresseur qui va vite quand il y a besoin d'aller vite, c'est-à-dire quand il y a des grosses variations, et qui va plus lentement quand il y a un peu moins besoin d'aller vite, quand il y a des variations assez faibles. Donc c'est une simulation de LA2A. Mais les petits gens de chez UVI, ils sont malins, et notamment ils ont rajouté pas mal de choses en plus. Alors déjà, vous voyez tout bêtement, normalement, à LA2A, ça ressemble à ça. Mais là, on a une visualisation un peu plus moderne qu'on peut faire apparaître. Et donc, vous voyez le signal de ma basse ici. Et là, en fait, vous voyez la réduction de gain qui est en jaune ici. Et donc, vous voyez la réduction de gain en fonction du temps. Et donc ça peut être vraiment très utile, ça peut permettre notamment de voir, moi je m'en sers pour voir si le compresseur a bien relâché complètement avant l'attaque de la note suivante. Donc ça c'est vraiment un premier ajout qui est vraiment très 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 utile. Il y a un deuxième ajout aussi, vous voyez, c'est responsiveness. Et en fait je vous avais dit que dans les LA2A il n'y avait pas de temps d'attaque et de relâchement, et ben je vous avais menti en tout cas. Voilà, normalement il n'y en a pas, mais ici il y en a un qui est donc un potard qui s'appelle responsiveness. Et tout simplement, en fait, ça va permettre de régler le temps d'attaque et de relâchement
en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai choisi, je suis en x4, donc ça veut dire que le temps de relâchement et d'attaque est un peu plus rapide que sur un LA2A classique. On va voir ce que ça fait. Je remets à 1. Et on va remettre aussi le petit affichage moderne. Voilà, vous voyez que là, il met beaucoup plus de temps à relâcher, hein, vous le voyez sur l'histogramme. Je vais mettre plus rapide. Voilà, et là vous voyez que quand la note d'après commence, eh ben, ça vient relâcher au maximum. Donc c'est pour ça que je l'ai réglé sur x4. Donc ça, c'est quand même un truc très très cool, parce que c'est vrai que ça fait partie du truc du LA2A de pas avoir de temps d'attaque, de relâchement, et c'est vrai que c'est cool comme ça, mais je trouve ça vraiment très sympa de pouvoir donner cette possibilité malgré tout, de dire bon bah écoute, tu peux quand même régler un petit peu la manière dont attaque et relâche le LA2A. Donc ça c'est vraiment cool. Alors il y a un mode compresseur et un mode limiteur, donc vous connaissez la différence entre compresseur et limiteur. On va écouter ce que ça donne. Donc limiteur, c'est plus, ça limite plus, hein, donc ça veut dire qu'il y a un ratio qui est aussi un peu plus important. Donc là, on sent que l'attaque est un peu plus présente. Bon, c'est assez subtil, hein, mais malgré tout, voilà, c'est là. Donc vous voyez, un LA2A, là, le côté très pratique de ce genre de compresseur, c'est que c'est très simple à utiliser. En fait, il y a juste un seul potard. Vous pouvez limite, dans un premier temps, ne pas regarder là, tout ce qu'il y a en bas et juste contrôler Peak Reduction, donc c'est la réduction de gain, hein, tout simplement. Et Make-up Gain, eh ben, du coup, ça va être toute la partie en fait préamplification, parce que vu que c'est un compresseur, du moins ce type de compresseur, ça baisse le volume. Dès que le volume du son, du signal dépasse un certain seuil, ça le baisse. Et donc du coup après, il faut le préamplifier, l'amplifier pour pouvoir du coup qu'il ait un niveau convenable par la suite. Et donc Make-up Gain, c'est complètement ça. Alors faut savoir que Make-up Gain sur un LA2A, en fait toute la partie amplification post-compression, c'est une amplification à lampe. Et donc là on peut activer ou désactiver cette simulation de compression à lampe avec en plus un petit drive. Voilà. Alors le petit potard là, le petit toggle, on va dire treble, en fait ça permet aussi de, alors quand on laisse sur treble comme ça, sur on comme j'ai fait, en fait c'est le son du LA2A classique, parce que le LA2A il a cette particularité de rajouter ce petit truc dans les aigus qui fait que ça sonne bien, mais vous pouvez aussi le désactiver. On a un potard de mix qui lui permet de faire de la compression de type new-yorkaise, donc de la compression parallèle. Il y a ce potard qui est en plein milieu, et il est en plein milieu parce qu'il est très important. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc, je voulais en profiter. Vous parlez du terme sidechain. En fait, un compresseur, ça marche de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on lui rentre un signal, et à l'entrée du compresseur, le signal, il va être splitté en deux, donc dupliqué, hein, tout simplement, comme ça. Et il y a un signal qui va être le signal traité par le compresseur, donc compressé, et un autre signal qui va aller dans le circuit qui s'appelle le circuit sidechain, et c'est ce signal-là qui va en fait contrôler la compression du compresseur. Donc ça va être le signal, on va dire, compressant. Quand on parle d'external sidechain, ça veut dire que le circuit de sidechain, en fait, c'est un signal qui vient de l'extérieur. Donc c'est pas forcément le signal de l'instrument lui-même. Et donc ce potard Mid Presence, lui il va du coup filtrer le signal sidechain. Donc comprenez bien, il va filtrer le signal sidechain, c'est-à-dire que c'est pas le signal qu'on entend en fait, c'est pas le signal qui va être compressé, c'est le signal qui contrôle le compresseur. Et pourquoi on ferait ça alors? Vous me direz, ça sert à quoi de filtrer un signal qu'on n'entend pas de toute façon? Franchement, et évidemment, vous avez raison de poser cette question-là. En fait, le fait de filtrer, donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire qu'on change la balance entre les graves et les aigus, grosso modo. Et là, c'est ce que ça fait en fait ici. Du coup, en fait, ça va changer le comportement du compresseur. Dans un signal audio, en fait, il y a beaucoup d'énergie qui est contenue dans le bas du spectre. Les basses fréquences, elles ont beaucoup d'énergie. Et ce qui fait que toute cette énergie, ça peut déclencher de manière assez parfois involontaire la compression. Donc là, du coup, le fait de filtrer ce signal sidechain, ça peut rendre le compresseur un petit peu moins sensible à toute cette énergie qu'il y a dans le bas, et ça peut changer drastiquement le son. Alors, je vais vous faire écouter, peut-être que sur la basse. Donc là, vous voyez, je filtre pas du tout. Vous voyez que déjà, dans l'attaque de la basse, ça change complètement en fait. 100.
Vous voyez que le son, en fait, sans ce filtre du signal sidechain, eh ben, on sent que là, en plus la basse, c'est un instrument qui a beaucoup de basse, on sent que le compresseur, il travaille plus, quoi. Et vous voyez, si je l'avais mis à 50%, eh ben, on retrouve un petit peu de bas. Et on sent que le compresseur, il galère un petit peu moins. Et je garde évidemment le meilleur pour la fin, parce que là, je vous ai dit, bon, Opal, c'est cool, vous avez un LA2A. Comment ça, vous avez un LA2A? Boum! Eh ben non! Vous en avez 7! Eh oui! Parce que le LA2A, quand je vous ai dit, c'est à la base un compresseur qui est sorti dans les années 60. Et vous savez, les années 60, eh ben, c'était un compresseur déjà analogique. Le numérique, ça n'existait pas à l'époque. Et donc, il a été fabriqué donc, pendant 4 ans, si mes notes sont bonnes. Et donc, pendant ces 4 années-là, il y a eu pas mal de modèles différents. Ils ont essayé différentes manières de construire le LA2A, tout simplement, la façon d'assembler les composants. Les composants eux-mêmes ont pu changer. Ce qui fait que y a pas mal d'ingé son qui peuvent vous dire les deux LA2A ne sonnent pas pareil. Hein. Ils ont un petit peu raison là-dessus parce que voilà, ils ont juste pas été construits de la même manière. Et en fait, ce qui est très cool aussi, c'est qu'on voit ici la courbe d'attaque et de relâchement. Donc typiquement le LAX là, donc c'est l'aéroport de Los Angeles, ça, le Swift. Vous voyez qu'il a une attaque assez rapide par rapport notamment à celle-là, qui a un relâchement un peu plus lent. Le Vintage, lui, il a un relâchement carrément plus lent. On le voit ici, les courbes sont beaucoup plus douces. Donc déjà, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a une représentation du ratio. Et on voit aussi une chose, c'est quand je vous parlais qu'un compresseur, je vous disais qu'un compresseur était programme dependent, notamment le LA2A, et il faut savoir que ces programmes dependent aussi au niveau des temps d'attaque et de relâchement, mais aussi au niveau du ratio. Et vous le voyez là, typiquement sur celui-là, sur certains, mais d'ailleurs c'est le cas sur à peu près tous, peut-être un peu moins sur celui-là, mais le ratio, vous voyez la courbe du ratio, elle fait un peu pop, comme ça. Elle est pas droite en fait. Et ça veut dire que aussi le ratio s'adapte, en tout cas il réagit, il est différent en fonction de ce que vous lui envoyez, donc ça rajoute aussi à ce côté un petit peu vivant. Alors on va écouter sur la basse, tiens ce que ça fait. Donc là, le lax. Le nit. Alors ça reste des différences assez subtiles, évidemment. Donc déjà là, on entend qu'effectivement celui-là est un peu plus rapide. Le vintage. Voilà, on a des petites différences quand même dans le son. On va tous les faire. Donc voilà, pour ce qui est de l'Opal, on va essayer peut-être sur d'autres sources. Bon, sachant que là, je fais pas une compression de bourrin non plus. Après, le LA2A, ça reste un compresseur à la base, même si on peut faire des trucs de bourrin avec ce plugin. Mais le LA2A, ça reste, même c'est appelé un leveler, donc ça reste quand même un compresseur assez doux. Donc je le répète, cet Opal est donc dispo à 59€ avant de repasser à 99 le 31 juillet. Donc voilà, dans quelques jours, si jamais ça vous intéresse. Et donc, le deuxième plugin dont je voulais vous parler, c'est le Dual Delay X. Donc c'est un délai assez original et assez simple à prendre en main. Vous voyez en fait déjà la première chose qui est plutôt cool avec ce délai, c'est donc il est sorti en 2022, celui de l'année dernière. Donc déjà la première chose qui est assez cool avec ce délai, c'est qu'il n'y a pas de menu, sous-menu, voilà, tout est là ou presque. Vous voyez juste le mode docking qui est ici. Ça se veut quand même assez simple et je trouve, moi ce que j'ai bien aimé en regardant, parce que j'avais jamais essayé encore, c'est la représentation graphique, parce que malgré tout, même si on fait du son, la représentation graphique ça reste quand même assez important. Elle est assez originale et intuitive. En fait, on a deux graphiques, il y en a un ici à gauche et un ici à droite. Celui à gauche, vous voyez, sur l'axe des ordonnées, on a le côté gauche et le côté droit, et sur l'axe des abscisses, c'est ça, abscisse, c'est horizontal, ordonnée, verticale,
Je me souviens bien ou pas de mes cours de maths, je sais plus. Mais je crois que c'est ça. Et donc, on a l'axe temporel ici. Donc, on voit bien les répétitions. Là, typiquement, il y a une répétition à droite avec voilà, qui arrive ici. Après, il y en a une à gauche. Donc, c'est assez intéressant parce que ça nous permet... Je vais peut-être le remettre, parce que là, j'ai mis tout à gauche. Le synthé, on va le mettre en solo, puis on va le remettre au milieu. Voilà, c'est mieux. Donc, et on voit ici... Là, c'est assez cool aussi, c'est une représentation de la phase, là pour le coup. Donc là, on a une représentation de la stéréo, et là, une représentation de la phase ici, parce que, vous voyez, on peut changer la réflexion, les réflexions ou les rotations de phase notamment. Voilà. Rotation de phase, donc des répétitions. Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé moi dans ce délai, parce que c'est vrai qu'ils avaient déjà un délai dans leur besace, UVI, donc on s'est dit tiens c'est marrant qu'ils sortent un deuxième délai, mais j'ai vite compris, parce que en fait il reprend une conception un peu similaire excusez-moi, à ce qu'on peut trouver dans certaines reverbs, car ça utilise une matrice de rotation et de réflexion assez similaire, du coup, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve certains paramètres comme diffusion et dispersion, qui sont des paramètres que d'habitude on retrouve plutôt sur les reverbs, en fait, tout simplement. Donc là, c'est assez amusant de voir que finalement, ils se sont rapprochés d'une conception qu'on peut retrouver dans certaines reverbs, mais là, ils l'ont appliqué du coup à un écho, hein, tout simplement à un délai. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Alors pour ceux qui savent pas, du coup, on va en profiter d'être là hein, pour apprendre 2-3 trucs. Donc diffusion, ça contrôle le nombre de répétitions et leur espacement dans le temps. En gros, une grosse diffusion, c'est des répétitions qui sont plus nombreuses et moins régulières. Donc généralement, en termes d'acoustique, dans les reverbs, c'est quand on a des surfaces plutôt accidentées, des murs avec des surfaces plutôt accidentées. Et une petite diffusion, alors c'est des répétitions qui sont un peu moins nombreuses, mais qui sont elles plus régulières. Et généralement, vous avez ça dans des pièces avec des murs un peu plus lisses, des surfaces un peu plus lisses. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quand on a une grosse diffusion, ça marche bien sur tout ce qui est percussif, instruments percussifs, les batteries, etc. Parce que en fait, il se trouve que c'est bon pour les transitoires. En fait, les transitoires sont assez bien accentués, alors que pour les instruments un peu moins percussifs tels que la voix, les guitares, certains synthés, certains pads et tout ça, vaut mieux une diffusion plus petite parce qu'il y a un côté plus smooth. Et donc la dispersion ici, un effet de dispersion, en fait, c'est quelque chose d'ailleurs dont on va reparler juste après dans le plugin juste après qui est Plate, donc qui est une reverb à plaque, parce que c'est un phénomène qu'on peut entendre assez facilement sur les reverbs à plaque. Et donc la dispersion, en fait, c'est juste le fait que les aigus et les graves d'un signal audio ne se déplacent pas à la même vitesse, et donc les graves sont un peu plus lents, et donc on entend d'abord les aigus puis les graves. On a aussi tout ce qui est feedback shaping. Donc ça, en fait, le circuit de feedback, c'est tout simplement ce qui va réalimenter en fait le délai. Et là, en fait, vous voyez, on a accès à un filtre, et ça, c'est pareil. C'est hyper important de pouvoir filtrer le signal qui est réinjecté. On le sait, égaliser une reverb en amont ou en aval, c'est hyper important, mais là, c'est exactement la même chose pour les délais. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Et puis, après, en fait, on a une modulation, des délais qu'on peut à chaque fois activer ou pas. Hein. Évidemment, on a quelques paramètres en plus. On a une saturation de type tape, donc à bande, et digital grid, ça crade le son hein, tout simplement de manière numérique, et c'est assez sympa aussi comme effet. Donc je vais faire défiler un peu les presets. Donc là on entend bien la modulation. Assez sympa. Ça marche bien. Voilà. Donc là, on voit que les répétitions sont très rapprochées. Bon, pour la chanson que je suis en train de faire, là, ça marche moins, je trouve. Ça, c'est simple, ça le fait. Évidemment, j'ai oublié aussi de vous parler d'un truc, le petit canard là en haut. Pour ceux qui connaissent pas le ducking c'est un truc super en fait qui permet de couper le délai quand le signal est présent. Si vous voulez vraiment mettre des répétitions, un délai très prononcé sur une voix chantée, ces délais on les entendra pas quand la personne chante, on entendra du coup que sur les fins de phrases, et ça c'est un truc qui marche très très bien sur les voix notamment. Je vais baisser un peu le seuil. Vous voyez, quand mon synthé joue, voilà, on n'entend plus du coup les répétitions quand le synthé joue.
Bon là c'est pas forcément l'exemple le plus utile, le plus parlant, mais vous comprenez le principe quoi. Avec 8 bits synth, oh je me suis éclaté. Donc ça c'est pareil, j'adore. Synthé très chiptune. Une autre guitare à gauche. Et une autre à droite. Il me reste un plugin. Et c'est un plugin qui s'appelle Plate. Et donc ça, je l'ai mis. Donc c'est une reverb à plaque qui est sortie en 2018. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Même si, bon, 2018, c'est pré-Covid hein, quand même. Voilà ce petit plugin Plate. Qui est un plugin donc de reverb à plaque et je me suis dit bon les plates généralement ça marche bien sur la caisse claire donc j'en ai mis un sur cette caisse claire mais d'abord je vais vous en parler un petit peu de ce plugin. Donc c'est de la modélisation physique, c'est-à-dire que c'est que derrière des calculs et tout ça de la modélisation hein, tout simplement, et ce qui est vraiment cool du coup c'est qu'on a accès à énormément de paramètres. Vous voyez, on peut vraiment tout régler, on peut notamment changer, vous voyez, la taille de la plaque. Donc là, ce que vous voyez là, hein, c'est la plaque, hein, tout simplement. Parce qu'une reverb à plaque, eh ben, comme son nom l'indique, c'est une plaque en fait sur laquelle on met on branche la source. Donc ici, c'est L et R et on branche des micros et on fait résonner la plaque en fait, tout simplement. Hein, c'est tout simplement ça. Donc à la base, une reverb à plaque, c'est analogique dans le sens où c'est une vraie plaque de métal. Hein. Et donc là, en fait, tout est simulé. C'est-à-dire qu'on peut changer la taille. Vous voyez là, c'est une plaque qui fait 1m37 sur 1m08. On peut changer les matériaux. Voilà, en or, en argent, en titane, en alu, avec la petite couleur qui change. Et évidemment, chacun a un son très différent. Hein. Je vais vous faire écouter, attendez. Je vais me mettre peut-être en solo la caisse claire. Voilà. Donc ça, c'est style, donc c'est acier. Or. Je vais pousser un peu le réglage. Voilà. Silver, argent. Aluminium. Sont très différents l'alu. Hein. Donc ça, voilà, donc on a ça. Du coup, donc on a les tailles, les matériaux, les positions aussi d'entrée et de sortie hein, qu'on peut déplacer comme ça. Donc ça, les micros, bah, c'est la sortie de la plaque. Donc, vous voyez, c'est stéréo hein, à chaque fois. Il y a micro gauche et droite. Et l'entrée aussi, donc on peut déplacer évidemment. Donc ça, bah, c'est pareil. Hein. En fait. La plaque de métal, il faut voir ça comme une pièce en fait, tout simplement parce que ça fonctionne au niveau des modes, etc. Ça fonctionne exactement de la même chose. On a la position des entrées et des sorties, on a la modulation et le decay. Donc le decay, c'est tout ce qui est affaiblissement, notamment de la reverb, hein, tout simplement. Donc il y a un mode qui s'appelle anisotropie. Alors ça, c'est assez rigolo. En fait, ça simule les défauts du matériau. Et donc, vous voyez, une plaque de métal, elle peut avoir certains défauts. Alors si on l'abîme un petit peu, par exemple, mais même dans sa conception, si elle n'est pas forcément homogène, et ben ça va changer l'accordage des modes. Donc c'est on entend un peu là. Donc ça change du coup l'accordage du mode le plus bas. Il y a aussi le mode tension. Alors ça c'est pareil, une plaque, en fait c'est la tension de la plaque. Donc une plaque, suivant si elle est vraiment tendue du string ou pas, et ben c'est pareil, ça va, là pour le coup c'est un effet un peu différent, c'est-à-dire que ça va augmenter la fréquence des modes les plus bas. Plus on met de la tension, plus ça va augmenter. Là on entend bien. On a le qualité. En fait, ça, tout simplement, ça va être le nombre de modes qui sont simulés. Donc, ça va de 3000 à 20 000 modes. Donc, voilà, c'est un peu comme la polyphonie sur un synthé. Donc, plus vous mettez de modes, plus ça va être riche. Mais par contre, au niveau du CPU, je vais me mettre en insane là pour voir. Ça va consommer un peu plus de processeurs, de ressources processeurs, évidemment. Il y a friction aussi. Alors ça, c'est l'amortissement
viscoélastique. En fait, l'amortissement, tout simplement, c'est une atténuation progressive des aigus. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que de mettre un égaliseur après une reverb, où là, vous coupez les aigus, que ce soit de la même manière, en fait, que ce soit au début de la reverb et à la fin, à la queue de reverb. Là, l'amortissement, du coup, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que les aigus vont pas forcément être beaucoup amortis au début, mais en fait, plus vous allez attendre dans le temps, plus ils vont être amortis. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être assez utile. Et il y a R aussi, qui lui, c'est la même chose, c'est l'amortissement, mais créé par l'air. Parce que cette plaque de métal, elle est située dans un endroit où il y a de l'air, hein, tout simplement. Donc, il y a tout un amortissement aussi qui est créé par l'air. Hop, donc plus la plaque est grande, c'est assez pratique, hein, on peut vraiment... On va voir le son qui change. Ah, vous entendez là? Je mets la tout petit, toute large. Donc plus la plaque est grande, plus la densité des modes sera grande et les fréquences des modes seront basses, parce que c'est une fréquence. Donc le panneau droit, là c'est pareil, hein, c'est plutôt pas mal graphiquement ce qu'ils ont fait, parce qu'on se rend bien compte du coup en fonction de la fréquence, de tout ce qui se passe en fait, hein, tout simplement. Regardez, si je change de preset, on voit effectivement, ça c'est vraiment cool. Donc voilà les paroles, I feel funky, I feel fresh. Donc j'ai énormément travaillé les paroles parce que je voulais avant tout délivrer un message à la société, au monde entier, parce que je suis un petit peu un citoyen du monde. Donc voilà, c'est vraiment des grandes paroles, j'en suis très très fier évidemment. Donc en solo. Voilà, et comme je chante très bien, j'ai pas besoin, vous voyez en bas, de beaucoup de plugins. Hein. Là j'en ai à peine une dizaine, c'est rien du tout. Donc la plate du coup sur la voix. Donc sans reverb. Et là avec. Donc la plate. Les plates sur la voix, c'est la vie en fait, hein, tout simplement. Juste ça sonne mieux en fait. Alors subtil. Ça sonne bien, hein? Donc voilà, pour ce qui est de ce bundle, donc sur le site du VI, vous avez du coup la promo qui court, je le rappelle, jusqu'au 31 juillet, si ça vous intéresse, pour acheter le bundle, donc le bundle avec les 10 plugins du coup qui sont là. Donc il y a Spark Verb, il y a une Reverb, il y a un Chorus, il y a une cabine Leslie, il y a Drum Replacer que je vous ai montré un petit peu là, il y a Relayer qui a un délai multitap, il y a donc Dual DLX, on a regardé pas mal ici, Plate aussi, Shade, on a une vidéo complète là-dessus, il y a Phaser aussi dont on a parlé, et donc il y a Opal qui est dispo aussi. S'il n'y a que Opal qui vous intéresse, il est dispo à 59 €. Donc du coup, merci évidemment à UVI, merci à vous, hein, les gars, de soutenir la chaîne et soutenir Audiofanzine évidemment, et de nous avoir permis de faire cette petite vidéo sponsorisée. N'hésitez pas évidemment à vous abonner avec à mettre la petite cloche, etc. Ça aide la chaîne, bien évidemment. Et puis je le répète, 31 juillet, donc jusqu'à lundi. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par un de ces plugins, par Opal tout seul ou carrément par le bundle, écoutez, c'est peut-être le moment ou jamais. Moi je dis ça, je dis rien. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.